À la réception de mariage de ma sœur, l'écran a affiché mes échecs, stérile, divorcé, raté, fauché, seul. La salle a éclaté de rire. Ma sœur a ricané, ne riez pas trop, elle risque de pleurer. Ignorant les sourires de mes parents, j'ai saisi mon téléphone et tapé un mot, début. Le silence est tombé. Inféconde, divorcé, échec. Les mots brillaient sur un écran de 3 mètres à la réception du mariage de ma sœur. 200 invités riaient. Mon père souriait et disait, juste une blague, ma puce. Ma mère faisait tournoyer son vin comme si elle regardait un théâtre de dîner. Et ma sœur, la mariée, se pencha vers son microphone et dit, ne riez pas trop fort. Elle pourrait vraiment pleurer. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris mon téléphone, tapé un seul mot, commencer. Et la salle est devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre la glace craquer dans le verre de ma mère. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement ruiné la fête. Cela a démantelé 16 années de mensonges et la réputation familiale bâtie dessus. Je m'appelle Théa. J'ai 34 ans. Maintenant, laissez-moi vous ramener 4 semaines avant le mariage, la nuit où j'ai reçu l'appel téléphonique qui a tout déclenché. Il est 23 h un jeudi. Je suis à mon bureau à Rennes, examinant des plans d'élévation pour la rénovation d'un palais de justice historique. Le café est froid. Mon dos me fait mal. Jeudi normal. Mon téléphone s'allume. Numéro inconnu. Indicatif de la Bretagne, mais pas de Rennes. Quelque part de plus petit, quelque part que je connaissais. Je décroche. C'est Lindon. Une voix de femme. Mesurée, professionnelle. Je m'appelle Dolores Vargas. Je suis infirmière au centre de soins de la colline d'Émeraude. Votre grand-mère m'a demandé de vous appeler. Ma main se crispe autour du téléphone. Grand-mère Ruth, 84 ans, la seule personne de ma famille qui m'ait jamais fait sentir que j'y appartenais. Elle doit subir une chirurgie de remplacement de la hanche dans 3 semaines. Dolores dit que son état est stable, mais à son âge, il y a des risques. Elle vous réclame. J'ai fermé les yeux. 2 ans depuis la dernière fois que je l'ai vue. Je m'étais faufilé dans l'établissement un mardi après-midi quand je savais que mon père ne serait pas là. Nous avons passé 40 minutes ensemble. Elle m'a tenu la main et m'a parlé de son jardin. Puis un membre du personnel a mentionné ma visite au bureau de mon père, et Harold Lindon s'était assuré que la réception avait des instructions, Théa n'est pas sur la liste des visiteurs approuvés. Il y a autre chose. Baisse la voix. Votre père a dit à Ruth que vous pouviez lui rendre visite, mais seulement si vous assistez d'abord au mariage de votre sœur. C'est dans 3 semaines. Bien sûr, tout avec Harold vient avec des conditions. Et Madame Lindon, votre grand-mère voulait que je vous dise une chose de plus. Une pause. Elle a dit qu'il préparait quelque chose à la réception. Quelque chose à votre sujet. Elle voulait que vous soyez prête. Je lève les yeux de mon téléphone. Sur le mur en face de mon bureau est accroché un diplôme encadré, architecte émergente de l'année en Bretagne. 5 ans de silence. Et la première voix que j'entends de cette ville n'est pas celle de ma mère. C'est celle d'une infirmière. Pour vous dire ce qui s'est passé ensuite, je dois remonter plus loin. 16 ans plus tôt. J'ai 18 ans. Dernière année, assise à la table de la cuisine dans la maison de mes parents à Saint-Malo, une ville où tout le monde connaît votre nom de famille et la valeur de votre père. Harold Lindon fait glisser un document sur la table. Un formulaire de transfert de propriété. La propriété est une parcelle de 2 acres à la limite de la ville. Herbe rase, un ruisseau, un vieux chêne. Ma grand-mère Ruth me l'avait donné pour mes 16 ans. Elle l'avait légalement transféré. Elle avait dit, c'est à toi, Théa. Quoi qu'il arrive, signe. Mon père dit, j'ai besoin de cette parcelle pour le projet de Chêne Clair. Grand-mère me l'a donnée, et je te dis de la lui rendre. Je regarde ma mère. Viviane Lindon est assise au bout de la table, feuilletant un magazine de décoration intérieure. Elle ne lève pas les yeux, ne dit pas un mot. Le bruit des pages tournées remplit le silence. Je ne signe pas. 3 jours plus tard, mon père annule mon fonds de scolarité universitaire. Le compte qu'il mettait de côté depuis ma naissance, disparu, redirigé. Je l'apprends quand le bureau du registraire envoie une lettre. Une semaine après cela, Harold se tient dans le vestibule, les bras croisés. Sors par cette porte.
ne reviens pas. Ma petite sœur, Sophie, 11 ans, regarde depuis le haut des escaliers. Elle ne dit rien non plus. Elle regarde, c'est tout. Je pars avec un sac de sport et 43 € sur mon compte courant. Ce soir-là, Harold dit au voisin qu'elle a abandonné ses études, qu'elle est partie avec un garçon, et qu'elle a brisé le cœur de sa mère. Rien de tout cela n'était vrai, mais à Saint-Malo, la parole de mon père était la seule qui comptait. Voici ce qui s'est passé. Après que la porte se soit refermée derrière moi, j'ai dormi dans ma voiture pendant 2 semaines. J'ai travaillé au comptoir d'une station-service près de Tours. J'ai obtenu mon équivalent du baccalauréat à 19 ans tout en faisant des doubles services comme serveuse dans un dîner qui sentait la graisse de bacon et l'eau de javel. J'ai postulé au collège communautaire. J'ai été transféré à l'Université catholique de l'Ouest grâce à une bourse basée sur les besoins. J'ai étudié l'architecture parce que j'aimais l'idée de construire des choses qui durent, des choses qu'on ne pouvait pas enlever d'un coup de stylo. J'ai obtenu mon diplôme à 23 ans. Personne n'est venu à la cérémonie. J'ai mis ma toge et mon mortier, j'ai traversé la scène et j'ai serré la main du doyen. Puis je suis rentré dans mon petit studio et j'ai mangé des plats à emporter par terre. À 24 ans, j'ai épousé Driss Alperne, un homme que j'avais rencontré via l'ancien réseau professionnel d'Harold avant d'être renié. Il avait 12 ans de plus, charmant en public, étouffant en privé. Il gérait mon compte bancaire, filtrait mes appels téléphoniques et me disait quels amis j'avais le droit de garder. Une version plus petite et plus silencieuse de mon père. Je suis parti à 27 ans. À 28 ans, un médecin m'a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant, un fait médical. Je l'ai digéré seul dans une salle d'attente de clinique avec des néons et un magazine vieux de 2 ans. D'une manière ou d'une autre, Sophie a découvert que Driss était resté en contact avec ma famille après le divorce. Il avait toujours aimé avoir un levier. Maintenant, j'ai 34 ans, architecte principal chez Mercier & Hollis à Rennes. Je conçois des restaurations de bâtiments historiques, des palais de justice, des bibliothèques, des théâtres. Mon nom professionnel était Mercer Lindon. J'ai gardé le nom de Driss par un trait d'union parce que le monde de l'architecture le connaissait déjà. Je n'ai pas caché ma vie à ma famille par effet dramatique. J'ai juste cessé de jouer pour des gens qui avaient déjà décidé que je n'étais rien. Personne à Saint-Malo ne sait rien de tout cela. Le matin après l'appel de D, je suis assise dans mon bureau, la porte fermée. À travers la cloison vitrée, je peux voir mon collègue Marc Coll à son bureau, casque sur les oreilles, exécutant des simulations de gestion de câbles pour un projet de musée. Marc a 36 ans, ancien de l'armée en informatique, est la personne la plus imperturbable que j'ai jamais rencontrée. C'est aussi ce qui se rapproche le plus d'une famille. Je rappelle D. Quel est le risque de l'opération ? À 84 ans, avec sa densité osseuse, le chirurgien a dit qu'il y avait un réel risque de complications. Elle est forte, mais elle n'est plus jeune. D fait une pause. Elle pleure votre nom certaines nuits. Elle garde vos lettres sous son oreiller. Je presse mes jointures contre mon front. Ma grand-mère cachant mes lettres sous son oreiller comme des produits de contrebande. Parce que dans cette famille, m'aimer est quelque chose qu'il faut faire en secret. J'ai 2 options, aller au mariage, endurer ce que Sophie et mes parents ont prévu, voir grand-mère Ruth, ou rester à Rennes, rester en sécurité, et peut-être ne plus jamais la revoir. Je frappe à la vitre de Marc. Il enlève son casque. J'ai besoin d'une faveur. Il écoute tout. Le mariage, l'avertissement concernant le diaporama, l'ultimatum de l'hospice. Quand j'ai fini, il se penche en arrière et dit, si tu y vas avec un plan, pas avec de l'espoir. Je sais. Et tu y vas. Elle a 84 ans, Marc. Elle pourrait ne pas survivre à l'opération. Il hoche la tête. Ne discute pas. Alors, assurons-nous que tu ne marches pas à l'aveugle. Ce soir-là, je réserve un hôtel à Saint-Malo pour le week-end du mariage. Je sors une robe que j'ai achetée moi-même. Bleu marine, bien coupée, professionnelle, pas celle que ma mère essaiera de me tendre. Marc a dit, vas-y avec un plan. Alors, j'ai commencé à en faire un. Et pour la première fois en 16 ans, j'étais heureuse que ma famille me sous-estime. 3 semaines avant le mariage, Harold exige un dîner de famille, sa condition, avant de valider mon nom au bureau d'accueil de l'hospice. Alors, je conduis 2 heures jusqu'à Saint-Malo. La maison n'a pas changé. Colonne blanche, pelouse entretenue, drapeau français près de la porte,
la performance de respectabilité jusqu'à la dernière est taillée. Personne ne me serre dans ses bras à la porte. Viviane me passe au peigne fin. Tu as l'air mince. Tu manges? Je ne suis pas mince. Je cours 5 kilomètres tous les matins et je mange beaucoup. Mais c'est ainsi que ma mère fonctionne. L'inquiétude comme une arme enveloppée dans une question à laquelle personne ne s'attend à ce que vous répondiez honnêtement. Harold est assis au bout de la table. Même chaise, même posture. Alors, qu'est-ce que tu deviens ces temps-ci? Je travaille dans un cabinet de design. Tu réponds au téléphone, j'imagine. Je prends ma fourchette. Ne le corrige pas. Sophie arrive en retard, traînant parfum et suffisance. Elle fait briller une bague de fiançailles de 4 carats sous la lumière de la salle à manger. Ensuite, elle me tire à part dans le couloir. J'ai besoin que tu portes quelque chose de discret au mariage. La famille de Gaëtan est très exigeante. Elle incline la tête. Tu es toujours seule? Personne? Je ne dis rien. Elle sourit. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour ça, je suppose. Avant que je ne parte, Viviane me tend un sac à vêtements. À l'intérieur, une robe beige pâle, informe, de taille trop grande. Celle-ci sera parfaite pour toi. À la porte, Harold pose sa main sur mon épaule. Les Whitmore sont de l'ancienne fortune. Il juge. Un faux pas et cette affaire est morte. Ne nous embarrasse pas. Je repars vers l'autoroute, puis le nom me frappe, Whitmore. Je connais ce nom. Pas à cause de la bague de Sophie. Pas à cause des discussions d'affaires d'Harold. Je le connais grâce à un dossier de projet dans mon bureau à Rennes. De retour à mon bureau lundi matin, j'ouvre la base de données clients. Fondation du patrimoine Whitmore. La voilà. Notre cabinet a été engagé pour le projet de restauration du patrimoine de Saint-Malo. Transformant une ancienne filature de l'ère de la guerre de sécession en un centre d'art communautaire. La fondation finance tout. Le contact client, Éléonore Whitmore, présidente de la fondation. La mère de Gaëtan Whitmore. Je suis l'architecte principal de ce projet depuis 6 mois. Nous avons échangé des dizaines de mails, 3 appels vidéo. Elle connaît mon travail, ma philosophie de conception, mon calendrier de projet. Elle connaît Emerson Lindon. Elle ne connaît pas mon visage. Je réfléchis longuement à cela. Je n'ai pas l'intention de l'utiliser. Je ne suis pas Harold. Je ne fais pas de mes relations des armes, mais je le garde en mémoire. Si tout s'effondre à Saint-Malo, je ne suis pas une étrangère pour la famille la plus puissante de la pièce. Ce soir-là, Marc fait ses propres recherches. Il m'appelle à 21h. Le lieu de la réception, le Country Club de Saint-Malo. Ils ont engagé une entreprise de sonorisation locale pour faire fonctionner un projecteur et un système audio. Diaporama, discours, le train-train habituel. Et devinez quoi? L'entreprise de sonorisation manque de personnel. Elle vient de publier une offre pour un technicien indépendant pour l'événement. Marc, j'ai déjà postulé. J'ai reçu un appel en retour en 20 minutes. Tu n'as pas à faire ça, Théa. Tu t'apprêtes à entrer dans une pièce où ta famille a déjà chargé une arme. Je m'assure juste que tu as accès à la sécurité. Mercredi, Marc est confirmé comme technicien audiovisuel indépendant pour le mariage Whitmore-Lindon. Il aura un accès direct au système de projection, aux entrées USB et à la table de mixage. Je prépare une courte présentation, pas une attaque, juste la vérité. Photos, diplôme, récompense, ma vraie vie. Diapositive titre, la vraie Théa Lindon. Je l'enregistre sur une clé USB et la donne à Marc jeudi. Tu ne vas pas à la guerre, Théa, dit-il. Tu vas à un mariage, mais s'il tire le premier coup, tu seras prête à tirer le dernier. Une semaine avant le mariage, Harold valide mon nom à l'accueil. 30 minutes de visite supervisée. Viviane m'accompagnera. La colline d'émeraude sent le désinfectant pour les mains et les légumes bouillis. Viviane s'installe sur une chaise dans le couloir, tapant déjà sur son téléphone. Elle n'entre pas. Grand-mère Ruth est plus petite que je ne m'en souviens. Ses cheveux blancs sont plus fins. Ses mains tremblent, mais ses yeux vifs et perspicaces, n'ont pas changé. Elle me saisit la main dès que je m'assois. Laisse-moi te regarder. Elle étudie mon visage.
Tu es en bonne santé. Tu es forte. Je le sens. Je vais bien, grand-mère. Ne les laisse pas te briser à nouveau. Sa poigne se resserre. Tu es la plus forte de cette famille. Tu l'as toujours été. Elle tend la main sous son oreiller et en sort une petite enveloppe. Della aidé à la cacher au personnel. Harold paie pour surveiller. À l'intérieur, une photocopie d'un acte de propriété. La parcelle de 2 acres. Mon nom aussi clair que le jour. Ce terrain est à toi, dit Ruth. Il l'a toujours été. Ton père n'a jamais réussi à le transférer. Il est furieux à ce sujet depuis. Je fixe le document. Pendant 16 ans, j'ai supposé qu'Harold avait trouvé un moyen légal de contourner mon refus. Une question technique, une signature falsifiée. Il ne l'avait pas fait. Le terrain était toujours à moi. Il dit aux gens que ça fait partie des propriétés Lyndon, murmure Ruth. Mais ce n'est pas le cas. Il n'a jamais eu le droit. Un coup frappé à la porte. La voix de Viviane est sèche. Le temps est écoulé. Je plie l'enveloppe et la mets dans la poche de ma veste. Je me penche et j'embrasse le front de Ruth. C'est ma fille, murmure-t-elle. Je sors devant ma mère, qui ne demande pas comment va Ruth. Elle vérifie son rouge à lèvres et son écran de téléphone et dit, allons-y. J'ai un essayage. Je quitte l'hospice avec 2 choses, la bénédiction d'une grand-mère et la preuve que mon père avait menti sur plus que juste moi. 6 jours avant le mariage, mon appartement à Rennes. Marc est assis sur mon canapé avec son ordinateur portable ouvert. Sur l'écran, le diaporama que j'ai créé. Diapositive 1, une photo de moi dans ma toge à la remise des diplômes. Seule, souriante quand même. Légende, personne n'est venu à ma remise de diplôme. J'y suis allé quand même. Diapositive 2, mon permis d'architecte encadré sur le mur de mon bureau. Architecte diplômé, région de Bretagne. Diapositive 3, moi sur un chantier, casque de chantier, plan à la main. Architecte principal, Mercier et Hollis. Diapositive 4, la plaque de récompense. Architecte émergente de l'année en Bretagne. Diapositive 5, un écran de texte simple, lettres blanches sur noir. Tu m'as traité d'abandonneuse d'études. J'ai un master. Tu m'as traité de fauché. Je suis propriétaire. Tu m'as traité d'échec. Je conçois des bâtiments pour vivre. Marc fait défiler, hoche la tête. Clair, factuel, pas d'insultes, juste les faits. C'est le but. Je ne veux pas les attaquer. Je veux que la vérité soit plus forte que leurs blagues. Il ferme l'ordinateur. Tu es sûr de ne pas vouloir ajouter la partie sur le problème de chaîne claire de ton père? Le terrain? Non, je ne suis pas lui. Je ne transforme pas l'information en munitions. Alors, quel est le déclencheur? Je lui montre. Un message texte pré-tapé sur mon téléphone. Un seul mot, commencer. Quand je l'envoie, Marc bascule la clé USB du projecteur du diaporama de Sophie au mien. Il a déjà testé le système lors de l'installation sur le lieu. Le changement prend 3 secondes. Et si leur diaporama s'avère inoffensif? Demande-t-il. Alors je ne l'envoie jamais. Nous partons. Je rends visite à Ruth. Nous rentrons à Rennes. Marc me regarde longtemps. Tu sais qu'ils ne vont pas rester inoffensifs. Je sais, mais je dois leur donner la chance, une dernière chance d'être décent, parce qu'une fois que ce sera fini, je veux être sûr, absolument sûr de ne pas avoir tiré le premier coup. 5 jours avant le mariage, Harold appelle. Il ne dit pas bonjour. Il dit, règle. Tu t'assois à la table 14, coin arrière. Tu ne parles pas au Whitmore à moins qu'on ne te parle. Tu ne mentionnes pas ton divorce, ta condition, ou quoi que ce soit sur ta vie personnelle. Si quelqu'un te demande ce que tu fais, tu dis que tu travailles à l'accueil dans un petit cabinet. Compris? Et après le mariage, je pourrai voir grand-mère Ruth. Nous verrons. Cela dépend de ton comportement. La ligne se coupe. Ce soir-là, mon téléphone vibre. Sophie m'a ajouté à un chat de groupe. Viviane, Harold, Sophie, et maintenant moi. Le premier message est un aperçu du diaporama. Je regarde les images se charger.
La famille Lyndon, et puis il y a Théa. De vieilles photos de moi étirées et filtrées pour paraître peu flatteuses. Des autocollants de dessins animés collés dessus. Et puis les étiquettes, une par diapositive, grasse et centrée, abandonneuse d'études, divorcée, fauchée, seule, inféconde. Sophie tape sous l'aperçu, OMG, ça va être hilarant. Ne t'inquiète pas, Théa. C'est pour le fun. Viviane répond, sois de bon goût, Sophie. Elle ne dit pas, enlève ça. Elle ne dit pas, c'est mal. Elle dit, sois de bon goût. Comme s'il y avait une manière de bon goût de diffuser l'historique médical de votre fille à 200 étrangers. Harold ne répond pas du tout. Je fais une capture d'écran de chaque message, les envoie à Marc sans commentaire. Puis j'ouvre mon ordinateur portable. Ma propre présentation est toujours affichée. 5 diapositives claires et factuelles. J'en ajoute une 6e, une citation, texte blanc sur noir, la mesure d'une famille n'est pas la façon dont elle célèbre ses meilleurs membres, mais la façon dont elle traite ses plus vulnérables. Je fixe le mot inféconde sur l'écran de mon téléphone pendant un long moment. Puis je ferme le chat de groupe. Je ne réponds pas. Il n'y a plus rien à dire aux gens qui pensent que votre corps est une blague. Le jour du mariage arrive sous un ciel d'octobre clair. Église communautaire de Saint-Malo, planche blanche, clocher attrapant le soleil matinal. Le parking est plein de BMW et de Land Rover. C'est l'événement social de la saison. Je porte ma robe bleu marine, pas le sac beige que ma mère avait choisi. Je l'avais laissé pendu dans le placard de l'hôtel sans y penser. À l'intérieur de l'église, 200 invités remplissent les bancs. La communauté d'affaires de Saint-Malo, les membres du country club, les connaissances du conseil municipal, et au premier rang, les Whitmore. Éléonore dans une veste vert foncé, cheveux argentés relevés, posture de danseuse étoile. Son mari Richard à ses côtés, distingué, réservé. Je m'assois au dernier banc. Personne ne me salue. Personne ne propose de se décaler. Harold arpente l'allée centrale comme s'il était en campagne. Poignée de main, tape sur l'épaule. Tellement fier de ma petite fille. Il ne parle pas de moi. Viviane flotte près de l'autel dans une robe ivoire sur mesure, murmurant à une amie. Mes 2 filles sont là aujourd'hui, même la plus difficile. Elle rit légèrement. L'amie regarde vers l'arrière. Je fais semblant de ne pas remarquer. Une femme âgée que je ne reconnais pas est assise 2 rangs devant moi. Cheveux blancs, robe à fleurs, lunettes de lecture sur une chaîne. Elle me regarde une fois, puis revient vers l'autel. Je n'y pense pas. La cérémonie commence. Gaëtan se tient à l'autel, l'air sincèrement heureux. Il prononce ses vœux avec un tremblement dans la voix. Sophie prononce les siens plus forts, plus longs, surtout sur elle-même. À travers l'église, j'aperçois Marc près de l'entrée latérale, portant un polo noir avec le logo de l'entreprise d'audiovisuel. Il ajuste un câble de microphone sur l'autel. Nos regards se croisent une demi-seconde. Il donne le plus petit des hochements de tête. Mon père serre des mains comme un politicien. Ma mère sourit comme une hôtesse. Et moi, je suis assise au dernier rang comme un fantôme qu'ils ont invité exprès. La réception a lieu au Country Club de Saint-Malo. Lustre en cristal, table ronde drapée de linge blanc, un écran de projection de 3 mètres sur 2 derrière la table d'honneur, l'odeur des gardénias et de l'argent. Je suis assise à la table 14. Coin arrière près de la porte de la cuisine. Chaque fois qu'un serveur passe en trombe, une rafale de plats qui s'entrechoquent et d'ordres criés me frappe le dos. Mes voisins de table sont des cousins éloignés à qui on n'a visiblement rien dit sur moi et un couple âgé qui passe tout le plat d'entrée à discuter de leur récente croisière. Une femme en face de la table se penche. Et vous, que faites-vous, ma chère? Je suis architecte. Oh, c'est gentil. Elle se tourne vers l'homme à côté d'elle et commence à parler de rénovation de cuisine. Sur scène, Sophie prend le microphone pour le premier discours. Elle remercie ses parents. Elle remercie les Whitmore. Elle remercie ses amis d'université, son organisatrice de mariage, sa fleuriste. Puis elle regarde vers l'arrière de la salle, vers moi, et ma sœur Théa qui, eh bien, a réussi à se montrer aujourd'hui. Une pause. C'est déjà ça, n'est-ce pas? Des rires épars. Le genre poli. Celui où les gens ne sont pas sûrs de devoir rire, alors ils le font quand même. Harold trinque à la table d'honneur avec Richard Whitmore.
Il se penche, parle chiffres. Éléonore est assise à côté d'eux, polie, mais mesurée. Elle n'a encore rien engagé. Je le vois à la façon dont elle tient son verre de vin, prêt, intact, comme un accessoire. Ma mère apparaît à mon coude. Son parfum arrive avant elle. Ne bois pas trop, murmure-t-elle. Ne parle pas de toi. Et pour l'amour de Dieu, souris. Je souris. Pas parce qu'elle me l'a dit, mais parce que dans 20 minutes, le diaporama est prévu et je sais exactement ce qu'il contient. En ce moment, je suis assise à la table 14 avec une assiette de nourriture que je ne peux pas manger, et une famille qui souhaiterait que je reste invisible. Mais je veux vous poser une question précise. Avez-vous déjà été relégué au fond, littéralement ou au sens figuré, par des gens qui étaient censés vous aimer? Pas le genre d'exclusion que vous remettez en question, mais celui qu'on vous dit normal. Dites-le moi dans les commentaires, car ce qui se passe ensuite à cette réception avec cet écran et ces 200 invités est la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire aujourd'hui. Restez avec moi. Les lumières s'atténuent. La demoiselle d'honneur de Sophie prend le microphone avec un sourire qui me dit qu'elle s'est entraînée toute la semaine. Et maintenant, une présentation spéciale de la famille Lindon. L'écran s'anime. Une musique de piano douce joue dans les haut-parleurs. Photo de bébé de Sophie. Sourire édenté. Récital de ballet. Bal de promo. Sophie et Harold pêchant sur un lac. Sophie soufflant ses bougies d'anniversaire. Les Lindon en vacances. Viviane avec un chapeau de soleil. Harold avec son bras autour de Sophie. L'océan derrière eux. Je ne suis sur aucune photo. La salle frémit. Éléonore Whitmore sourit poliment. Richard tapote l'épaule de son fils. Puis viennent les photos de couple. Sophie et Gaëtan dans un vignoble. À un match de football, au dîner de Noël avec les Whitmore. Chacune reçoit une salve d'applaudissements polis. La musique change. Enjouée. Effet sonore de roulement de tambour. L'écran affiche, et maintenant, rencontrons le reste de la famille. Sophie sourit depuis la table d'honneur. Elle croise mon regard à travers la salle et agite ses doigts en un petit signe de la main. Viviane se penche en arrière sur sa chaise avec l'air satisfait de quelqu'un qui attend le plat principal. Mon estomac se serre, non pas de peur, mais de certitude, car je sais ce qui vient ensuite. Sous la table, mon téléphone est déjà dans ma main. Le message pour Marc est tapé et prêt. Un seul mot, commencer. Mon pouce flotte au-dessus du bouton d'envoi. Je me fais une promesse. Si la diapositive suivante est inoffensive, si c'est une vieille photo avec une légende douce, si c'est un vrai discours, s'il y a ne serait-ce qu'un grain de décence dans ce qu'ils ont préparé, je ne ferai rien. Je prendrai la blague. Je rentrerai chez moi. Je les laisserai profiter de leur soirée. Je leur donne une dernière chance d'être décents. L'écran change. Mon visage remplit le cadre. Une vieille photo du lycée. Granuleuse, peu flatteuse. En bas, lettres blanches en gras, abandonneuse d'études coche épaisse blanche. Un rire nerveux se propage dans la salle. Quelques personnes jettent un coup d'œil vers moi. Je garde le visage impassible. Diapositive suivante. Un emoji de cœur brisé à côté de mon nom. Divorcé. Les rires deviennent plus forts maintenant. Le genre qui se nourrit de lui-même. Suivante. Un dessin animé d'un portefeuille vide s'ouvrant en flottant. Fauché. Quelqu'un à la table 6 renifle dans son champagne. Suivante, une photo d'un seul couvert. Une chaise, une assiette. Seul. Sophie rit depuis la table d'honneur. Viviane sirote son vin, regardant la salle comme si elle notait la performance. Puis la diapositive finale se charge. Un clipart de bébé avec un X rouge estampillé dessus. Inféconde. Le mot remplit l'écran de 3 mètres. Pendant un instant, la salle devient silencieuse. Le genre de silence choqué. Celui où les gens réalisent qu'ils riaient de quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. Puis quelques rires supplémentaires éclatent. Un murmure inconfortable suit. Sophie se penche vers le microphone. Ne riez pas trop fort. Elle pourrait vraiment pleurer. Viviane fait tournoyer son vin. Demi-sourire. Les yeux fixés sur moi. Harold croise mon regard depuis la table d'honneur. Juste une blague, ma puce.
Détends-toi. Eleanor Whitmore ne rit pas. Je le vois clairement de l'autre côté de la salle. Elle pose son verre sur la table avec un petit clic. Sa mâchoire se crispe. Elle regarde Harold, puis l'écran, puis moi. Je sens le sang monter à mon visage. Mes mains tremblent. Ma vision se rétrécit à un seul mot sur cet écran. Inféconde. Mon historique médical. Mon deuil privé projeté pour que 200 étrangers rient. C'était la limite. Et ils ne l'ont pas seulement franchi. Ils l'ont diffusé en lettres de 3 mètres. Je regarde autour de la salle. 200 visages, certains riant, d'autres détournant le regard, d'autres faisant semblant de vérifier leur téléphone parce qu'ils ne savent pas où mettre les yeux. Sophie rayonne. C'est sa partie préférée de son propre mariage. Pas les vœux, pas la première danse, mais ça, me voir assise dans l'épave de ma propre humiliation. Viviane lève légèrement son verre, un toast silencieux à sa propre cruauté. Harold s'est déjà tourné vers Richard Whitmore, reprenant leur conversation comme si de rien n'était. Comme si mettre un féconde sur un écran pour 200 personnes était l'équivalent social d'une blague de papa. Je regarde mon téléphone. Le message est toujours là. Un mot, commencé. Je pense à Ruth, à ses mains tremblantes lorsqu'elle m'a donné cette enveloppe, à la façon dont elle a dit « Ne les laisse pas te briser à nouveau ». Je ne suis pas en train de craquer. Mon pouce appuie sur envoyer. 3 secondes passent. Le diaporama se fige. L'écran devient noir. Sophie fronce les sourcils. Problème technique. Elle fait signe vers l'arrière de la salle. Quelqu'un peut arranger ça? Derrière la cabine audiovisuelle, Marc retire la clé USB de Sophie du projecteur et insère la mienne. Ses mains sont stables. Il a fait des choses plus difficiles sous plus de pression. L'écran s'allume à nouveau. Texte blanc sur fond noir. Clair. Simple. La vraie Théa Lindon. La salle devient silencieuse. Pas le genre poli. Le genre où toutes les têtes se tournent et toutes les conversations s'arrêtent d'un coup. Harold se lève. Qu'est-ce que c'est? Éteins ça. Il regarde vers la cabine audiovisuelle. Marc ne bouge pas. La télécommande du système est verrouillée. La seule façon de l'arrêter est de débrancher le câble d'alimentation dans le placard technique, et Marc a verrouillé cette porte il y a 20 minutes. Pour la première fois en 16 ans, mon père ne peut pas me faire taire. La première diapositive remplit l'écran. Une photo de moi à la remise des diplômes, toge et mortier, debout seul devant le sceau de l'université, diplôme en main. La légende indique, personne n'est venu à ma remise de diplôme. J'y suis allé quand même. Murmure. Une femme à la table 3 se couvre la bouche. Ensuite, mon permis d'architecte, encadré et affiché. Architecte diplômé, région de Bretagne. Les murmures s'intensifient. Ensuite, moi sur un chantier, casque, bottes de sécurité, plan sous le bras. Derrière moi, le squelette d'un palais de justice rénové. Architecte principal Mercier et Hollis. Un homme près du devant se tourne sur sa chaise pour me regarder. Puis un autre, puis toute une table. Diapositive suivante. Une plaque encadrée. Architecte émergente de l'année en Bretagne. La main d'Eleanor Whitmore se fige à mi-chemin de son verre. La dernière diapositive de contenu apparaît. Texte blanc sur noir. Tu m'as traité d'abandonneuse d'études. J'ai un master. Tu m'as traité de fauché. Je suis propriétaire. Tu m'as traité d'échec. Je conçois des bâtiments pour vivre. Je me lève de la table 14. Je ne marche pas vers la scène. Je ne prends pas de microphone. Je me tiens juste là où je suis, dans le coin arrière près de la porte de la cuisine, et je regarde vers l'avant de la salle. Le visage d'Harold est d'une teinte que je n'ai jamais vue, quelque part entre la fureur et la peur. C'est ridicule. Elle a probablement tout falsifié. Le sourire de Sophie a disparu. Éteins ça. C'est mon mariage. Viviane est figée, son verre de vin suspendu en l'air, son visage vidé de sa couleur. La dernière diapositive apparaît. La citation que j'ai ajoutée il y a 5 jours. La mesure d'une famille n'est pas la façon dont elle célèbre ses meilleurs membres. C'est la façon dont elle traite ses plus vulnérables. Je ne dis rien. Je n'ai pas besoin de le faire.
L'écran fait tout le travail. Harold bouge vite. Il sort de derrière la table d'honneur. Les deux mains levées, sourire figé. Le même sourire qu'il utilise lors des réunions du conseil municipal et des dîners du Rotary. Chers amis, je m'excuse pour cette interruption. Mon aîné a toujours un certain don pour le drame. Il rit. Cela tombe à plat. C'est clairement un malentendu. Il marche vers moi. La foule s'ouvre légèrement, comme les gens le font lorsqu'ils sentent une collision arriver. Ses chaussures claquent sur le parquet. Quand il atteint la table 14, il baisse la voix, mais pas assez. Les tables voisines peuvent entendre chaque mot. Assieds-toi immédiatement ou tu ne verras plus jamais ta grand-mère. Je le regarde. Mon père, 62 ans, constructeur de maisons, destructeur de filles. Et je dis d'une voix tout aussi calme, tu as utilisé grand-mère rude comme une laisse toute ma vie. Cela se termine ce soir. Sa mâchoire se crispe. Je vais appeler la sécurité. Depuis la table d'honneur, une chaise racle en arrière. Gaëtan Whitmore se lève. Son visage est tendu. Attends. Il regarde Harold, puis moi. Laissez-la parler. Sophie lui agrippe le bras. Gaëtan. Il se dégage. Quelque chose ne va pas ici, Sophie. Je veux entendre ça. La salle change. Je le sens. L'énergie bascule. Comme une foule se recalibre quand quelqu'un d'inattendu rompt les rangs. Viviane se lève de son siège, sa voix se brisant pour la première fois. Théa, s'il te plaît, tu t'humilies. Je regarde ma mère, la femme qui feuilletait des magazines pendant que mon père me mettait à la porte. La femme qui m'a tendu une robe informe et m'a dit de me fondre dans les murs. Non, maman. Pour la première fois, je ne le fais pas. À la table d'honneur, Eleanor Whitmore n'a pas bougé, mais ses yeux ont changé. Ils sont fixés sur l'écran derrière nous, sur les mots Mercier et Hollis, et quelque chose dans son expression change. Je m'éloigne de la table 14. Je ne me précipite pas. Je n'ose pas la voix. Je marche au centre de la salle, entre les tables rondes et les bougies vacillantes. Et je me tiens là où tout le monde peut me voir. 200 visages, champagne qui devient plat. La musique de piano s'est arrêtée. Je n'ai pas abandonné mes études. Ma voix est ferme, conversationnelle, comme si j'expliquais un calendrier de projet lors d'une réunion du lundi. Mon père a retiré mes frais de scolarité quand j'avais 17 ans parce que je n'ai pas voulu signer un terrain que ma grand-mère m'avait donné. Harold ouvre la bouche. Je continue. Je n'ai pas choisi d'être seul. On m'a dit de partir et de ne jamais revenir. J'avais 18 ans avec 43 € dans un sac de sport. La main de Viviane tremble sur son verre de vin. Mon divorce. J'ai épousé un homme choisi par ma famille. Il était contrôlant. Je suis parti. Ce n'est pas un échec. C'est la survie. Une femme à la table 5 porte sa serviette à son visage. Son mari passe son bras autour d'elle. Et inféconde. Je regarde directement Sophie. C'est une condition médicale, pas une blague. Et tu l'as mise sur un écran pour 200 personnes à ton propre mariage. La lèvre inférieure de Sophie tremble. Elle ouvre la bouche, mais rien ne sort. Je regarde Viviane. Tu as aidé à concevoir ces diapositives, et tu m'as donné une robe faite pour me rendre invisible. Je regarde Harold. Tu m'as dit de m'asseoir au fond, de rester tranquille, et de ne pas t'embarrasser. Je laisse la pause s'étirer. La seule chose embarrassante dans cette salle, c'est ce que vous venez de faire à votre propre fille. Le silence est total. Un serveur tenant un plateau de dessert s'arrête dans l'embrasure de la porte de la cuisine, immobile. Puis j'entends le bruit d'une chaise repoussée. Lent, délibéré. Eleanor Whitmore se lève et marche droit vers moi. Eleanor Whitmore traverse la salle comme si elle en était propriétaire. Et à bien des égards, elle l'est. La moitié des personnes ici ce soir doivent une subvention, une faveur, ou un siège au conseil à sa fondation. Elle s'arrête à 1 mètre de moi. Ses yeux passent de mon visage à l'écran derrière nous où architecte principal Mercier et Hollis brillent toujours. T. Mercier Lyndon. Elle le dit comme si elle confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Vous êtes l'architecte du projet du patrimoine de Saint-Malo. Oui, madame.
Éléonore se tourne lentement, de la manière dont une femme se tourne lorsqu'elle veut que la salle voie exactement où elle regarde. Elle fait face à Harold. Monsieur Lindon, sa voix est ferme et chirurgicale. La femme que vous venez d'humilier devant ma famille est l'architecte que j'ai engagé pour restaurer le bâtiment le plus important de cette ville. La couleur quitte le visage d'Harold en temps réel. Je regarde cela se produire. Le rougissement confiant remplacé par quelque chose de gris et d'exposé. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas pris la peine de connaître votre propre fille. Une vague parcourt la salle. Mots chuchotés, tête qui tourne. Quelqu'un à la table lui sort un téléphone. Sophie bondit de la table d'honneur, la voix aiguë. Bébé, c'est de la folie. Elle invente tout. Elle tend la main vers Gaëtan. Il recule. Sa main reste à ses côtés. Viviane essaie ensuite. Elle s'approche d'Éléonore avec son sourire d'hôtesse à pleine puissance. Éléonore, s'il vous plaît. C'est une affaire de famille. Éléonore ne quitte pas Harold des yeux. Vous en avez fait une affaire publique, Madame Lindon, lorsque vous l'avez projetée sur un écran de 3 mètres. La salle expire. Je peux l'entendre. 200 personnes qui expirent en même temps. Le relâchement collectif de la tension retenue. Le recalcul qui se produit à chaque table. Personne ne regarde plus la mariée. Harold essaie de se ressaisir. Il a passé 62 ans à se ressaisir. C'est ce qu'il fait. Il reconstitue le sourire, ajuste la poignée de main, réinitialise le récit. Éléonore, ne réagissons pas de manière excessive. Il adopte sa voix de country club. Chaleureuse, raisonnable, d'homme à homme. Sauf qu'elle n'est pas un homme et qu'elle n'achète pas ça. C'était une blague stupide. Vous savez comment sont les familles. Je sais comment ma famille est, dit Éléonore. Nous ne projetons pas les dossiers médicaux de nos enfants sur un écran pour nous divertir. Elle se tourne vers Gaëtan. Fils, je pense que nous devons avoir une conversation privée ce soir. Gaëtan hoche la tête. Il observe Sophie depuis la révélation. Son expression n'est pas de la colère. C'est quelque chose de pire. C'est une réévaluation. Il regarde sa fiancée et dit, tu m'as dit que Théa était instable. Tu as dit qu'elle avait des problèmes, qu'elle était jalouse de toi. La voix de Sophie se brise. Elle est jalouse. C'est une architecte diplômée avec des récompenses, Sophie. Et tu as mis un féconde sur un écran à notre mariage. Harold s'approche d'Éléonore, baissant la voix à un registre qui fonctionne probablement dans les salles de conseil. Parlons du partenariat de Chaîne Claire. Cela n'a rien à voir avec ça, Éléonore lève la main. Un seul geste, c'est tout ce qu'il faut. Le partenariat de Chaîne Claire. Elle le répète comme si elle goûtait quelque chose de gâté. Harold, après ce que je viens de voir, il n'y a pas de partenariat de Chaîne Claire. La bouche d'Harold s'ouvre. Rien n'en sort. Sa main, toujours levée dans un geste inachevé, retombe le long de son corps. Viviane craque, pas avec grâce. Un son aigu et étranglé qui pourrait être un sanglot. Ça ne peut pas arriver. Elle le dit à personne. Elle le dit à la nappe. Je me tiens au centre de la salle. Je ne souris pas. Je n'hoche pas la tête. Je ne célèbre pas. Je me tiens simplement debout. Pour la première fois de ma vie, se tenir debout est suffisant. Harold vient de perdre l'affaire de Chaîne Claire. Sophie vient de perdre le contrôle de sa propre réception. Et ma mère pleure. Pas pour moi. Jamais pour moi. Pour l'image. Je me tiens au milieu de cette pièce et pour la première fois, personne ne me dit de m'asseoir. Maintenant, je dois savoir si, dans votre famille, vous auriez appuyé sur commencer ou si vous seriez parti. Tapez un 1 pour commencer ou un 2 pour partir dans les commentaires et restez avec moi car ce qui se passe après ce moment est quelque chose que je n'avais jamais prévu. Sophie est une élève rapide. Elle a grandi en regardant notre mère passer de la cruauté à la retenue en moins de 5 secondes. Et maintenant, elle déploie la même compétence. Son visage s'effondre, pas progressivement, tout d'un coup comme un interrupteur. Les larmes coulent sur ses joues. Elle se précipite au centre de la salle, les mains pressées contre sa poitrine. C'est mon jour, sa voix se brise parfaitement. Elle fait toujours ça. Elle a toujours été jalouse de moi.
Elle se tourne vers la foule, le mascara coulant. Je l'ai invitée parce que je voulais qu'elle soit là. Le diaporama était censé être drôle. Elle tord tout. Quelques invités se agitent mal à l'aise. Voilà. Cette hésitation sur laquelle les prédateurs comptent. Le moment où les spectateurs se demandent si la femme qui pleure n'est pas la vraie victime. Sophie se tourne vers Gaëtan. Tu l'as choisi le jour de notre mariage? Viviane se précipite aux côtés de Sophie, lui passant un bras autour des épaules. Mon bébé? Ils attaquent mon bébé. Elle regarde Éléonore avec des yeux humides. Ne voyez-vous pas ce qui se passe? Pendant une seconde, juste une seconde, je sens la salle basculer vers eux. Les larmes sont puissantes. Une mariée qui pleure à son propre mariage est puissante. Je vois le doute traverser quelques visages. Puis Éléonore parle. Elle n'élève pas la voix. Elle sort simplement son téléphone, jette un coup d'œil à l'écran toujours allumé derrière nous. Drôle. Elle lit les diapositives. Inféconde. Échec. Seule. Elle regarde Sophie. Quelle partie était la blague, ma chérie? Le doute s'évapore. La salle se réinstalle comme un jury qui a envisagé un verdict différent et l'a rejeté. Les larmes de Sophie coulent toujours, mais elles ont perdu leur pouvoir. Elle est en train de ruiner mon mariage. Je ne crie pas. Je ne monte pas son volume. Je dis juste, je n'ai pas créé le diaporama, Sophie. C'est toi qui l'as fait. Éléonore n'a pas fini. Elle se retourne vers Harold. Et cette fois, sa voix porte la précision plate d'une femme qui gère une fondation de plusieurs millions d'euros. Le projet de Chaîne Claire. Vous nous avez dit que le terrain était entièrement consolidé sous les propriétés Lindon. Chaque parcelle comptabilisée. Harold se raidit. Il l'est. Je ne planifiais pas cela. Je ne l'ai pas répété. Mais j'entends les mots Chaîne Claire est entièrement consolidé. Et quelque chose se met en place, l'enveloppe dans ma poche, l'acte que Ruth m'a serré dans les mains il y a une semaine. En fait, dis-je, il ne l'est pas. La salle se tourne vers moi. Je plonge dans ma veste et sors la photocopie pliée. La parcelle centrale, celle que ma grand-mère m'a donnée quand j'avais 16 ans, est toujours à mon nom. J'ai l'acte ici même. Le visage d'Harold devient rigide. Pas la rigidité publique de la maîtrise de soi, mais le genre privé, celui dont je me souviens de la cuisine quand j'avais 18 ans et qu'il m'a fait glisser ce document. Éléonore regarde le papier, puis Harold. Vous alliez construire sur un terrain qui appartient à votre fille arrangé sans son consentement, sans nous le dire. Elle était censée le signer il y a des années. J'avais 18 ans. Vous avez essayé de me forcer. J'ai dit non, vous m'avez mis à la porte. Je plie l'acte et le remets dans ma poche. Et vous dites aux gens que le terrain est à vous depuis lors. Richard Whitmore se lève pour la première fois. Il boutonne sa veste. Le genre de petit mouvement délibéré que font les hommes quand ils s'apprêtent à partir définitivement. Éléonore croise le regard d'Harold une dernière fois. Monsieur Lindon, je pense que nous avons terminé ici. Harold se tourne vers moi. Sa voix devient brute et petite. Espèce d'ingrate. Gaëtan s'avance. Assez. Sa voix est nette et définitive. Ça suffit, monsieur Lindon. Quelque chose se brise chez Viviane. Elle a tenu le coup. Le sourire. La posture, le masque d'hôtesse pendant près de 40 ans. Mais les Whitmore s'en vont. L'affaire est morte. Et la salle regarde sa famille de la manière dont elle a passé toute sa vie à s'assurer qu'il ne le ferait jamais. Elle se tourne vers moi. Le vernis a disparu. La composure de la femme feuilletant des magazines et faisant tournoyer son vin a disparu. Tu crois que tu es meilleur que nous maintenant? Sa voix tremble. Tu crois que tes petites diapositives changent quelque chose? Tu n'étais rien. Tu n'avais rien quand tu as quitté cette maison. Vous avez raison. J'avais rien parce que vous vous en êtes assuré. J'ai fait ce qui était le mieux pour cette famille. Tu as fait ce qui était le mieux pour l'image. Il y a une différence. Elle regarde autour de la salle, cherchant un allié. Ses yeux tombent sur des visages familiers. Des amis du country club, des membres du club de lecture, des femmes avec qui elle déjeune depuis 20 ans. Elle tente le sourire social. C'est tellement embarrassant.
Des drames familiaux. Vous savez comment c'est. Personne ne lui rend son sourire. Puis une voix s'élève de l'arrière. La femme âgée de l'église, celle avec les lunettes de lecture sur une chaîne. Elle se lève lentement, agrippant le bord de sa table. Je connais Ruth Lindon depuis 50 ans. Sa voix est faible, mais porte à travers la salle silencieuse. Elle aurait honte de ce que vous trois avez fait ce soir. Elle prend sa pochette et se dirige vers la sortie. Ses talons claquent sur le sol, mesurés et définitifs. Un autre couple se lève. Puis un homme à la table 9. Pas de discours, pas de drame. Ils partent, tout simplement. Viviane s'affaisse sur la chaise la plus proche. Sa main trouve son verre de vin, mais elle ne le lève pas. Pour la première fois, elle semble exactement de son âge. Peut-être plus vieille. La salle se vide et personne ne prétend que c'était une blague. La salle est plus clairsemée maintenant. Chaises vides éparpillées parmi les invités restants. Les gardénias se flétrissent sous la chaleur des lustres. Sophie est assise seule à la table d'honneur. Gaëtan se tient avec sa mère près de la porte latérale. Harold n'a pas bougé du centre de la salle, les mains le long du corps, fixant le sol. Je regarde ceux qui restent. Ma famille. Cette salle. Ces années de silence se terminant ici entre les assiettes de dessert et les coupes de champagne à moitié vides. Je ne vais pas au microphone. Je n'en ai pas besoin. Ma voix porte très bien dans une salle aussi silencieuse. Je ne suis pas venu ici pour ruiner ton mariage, Sophie. Je regarde ma sœur. Je suis venu parce que grand-mère Ruth me l'a demandé. Parce que même après tout, elle croit encore que cette famille peut être meilleure. La tête de Sophie s'abaisse. Je ne vous déteste aucun de vous. Je regarde Harold, Viviane. Mais j'ai fini d'être votre blague. J'ai fini de gagner le droit d'exister dans cette famille. Les yeux d'Harold se lèvent enfin vers moi. Ils sont rouges. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Si tu veux que je fasse partie de ta vie, cela commence par le respect. Pas des conditions, pas des performances. Le respect. Je prends ma pochette à la table 14. Je redresse ma robe bleu marine, celle que j'ai achetée moi-même. Et si vous ne pouvez pas faire ça, alors c'est au revoir. Je me dirige vers la sortie. Devant Harold, il ne regarde pas. Devant Viviane, elle fixe la nappe. Devant Sophie, elle détourne le visage. À la porte, une voix m'arrête. Mademoiselle Lindon. Je me tourne. Eleanor Whitmore se tient près du vestiaire. Sa veste verte est déjà mise. Ses clés de voiture sont dans sa main. Lundi matin, à mon bureau. Nous avons un projet à terminer. Je hoche la tête. Elle hoche la tête en retour et je sors dans la nuit d'octobre. Le parking est à moitié vide. La plupart des premiers arrivés sont déjà partis. Je m'assois dans ma voiture, le moteur éteint, les mains sur le volant, fixant l'entrée du country club. Un coup à la fenêtre. Marc, toujours dans son polo d'entreprise d'audiovisuel, tenant 2 cafés de station-service. Je déverrouille la porte. Il s'installe sur le siège passager et m'entend un. Ça va? Non. Je saisis la tasse à 2 mains, mais je vais mieux que depuis des années. Nous restons silencieux un moment. À travers le pare-brise, je peux voir des silhouettes sortir en filet du club, des couples marchant vite, un homme desserrant sa cravate. Personne ne rit. Mon téléphone vibre. Gareth. Je suis désolé pour ce que la famille de ma femme a fait. Sophie et moi devons parler. Je ne sais pas où cela va mener. Encore une vibration. Ta grand-mère a tout vu. La nièce de quelqu'un diffusait le mariage en direct sur un chat de groupe familial. Ruth a tout regardé. Elle rit. Elle dit, c'est ma fille. Je ferme les yeux. Ruth dans son lit d'hospice, regardant sa petite fille se tenir debout devant une salle pleine de gens qui ont essayé de la rendre invisible. Riant, fier. Encore un. Eleanor Whitmore. J'ai informé mon équipe de la situation du terrain de Chêne-Clair. Harold ne construira pas sur votre propriété. Nous trouverons un autre partenaire pour le développement futur. Je tape en retour à Eleanor, merci Adé et dites-lui que je l'aime. À Gaëtan, je suis désolé aussi pour tout ça.
Je ne réponds pas à Harold, Viviane ou Sophie. Il n'y a rien à dire qui n'ait été dit dans cette salle. Marc démarre la voiture. Où allons-nous? À l'hôtel, puis à la maison demain. Il quitte le parking. Dans le rétroviseur, le country club rétrécit. Saint-Malo est une petite ville, et les petites villes font ce qu'elles font de mieux, elles parlent. La semaine après le mariage, Saint-Malo se réorganise. J'apprends cela de seconde main, principalement par et par Marc, qui a un talent pour surveiller les groupes Facebook des petites villes. Viviane est retirée du comité de planification du gala d'automne de Saint-Malo. Pas d'annonce officielle, juste un email discret du secrétaire d'Éléonore. Nous restructurons le comité cette année. Merci pour vos contributions passées. Viviane appelle 3 membres du conseil. Aucun ne répond. Harold perd 2 partenaires commerciaux mineurs dans les 10 premiers jours. Un promoteur immobilier à Saint-Aubin se retire d'une coentreprise, invoquant des problèmes d'alignement. Un entrepreneur local qui lui était fidèle depuis 15 ans envoie une lettre polie pour dire qu'il poursuit d'autres opportunités. Les propriétés Lindon ne s'effondrent pas, Harold est trop enraciné pour cela. Mais les fissures sont visibles. Et dans une ville où la réputation est monnaie courante, les fissures se dépensent vite. Sophie et Gaëtan. Gaëtan demande une thérapie de couple. Sophie refuse. Elle appelle ça une insulte. Au bout de 2 semaines, Gaëtan fait ses valises et s'installe dans la maison d'amis de ses parents. Ils ne sont pas divorcés, mais ils ne sont pas ensemble. Le club de lecture que Viviane anime tous les 3e jeudis depuis 11 ans déménage tranquillement dans le salon de quelqu'un d'autre. Personne ne le lui dit. Je ne suis pas ces événements en temps réel. Je suis à Rennes, de retour à mon bureau, de retour à ma table à dessin. J'ai une rénovation de palais de justice à finaliser et un projet patrimonial à présenter. Marc me lit un message de la page Facebook de la communauté de Saint-Malo pendant que nous déjeunons. Quelqu'un a partagé une photo de l'écran du diaporama avec la légende « C'est ce qui s'est passé au mariage Whitmore-Lindon ». Honte au Lindon. 87 réactions, 42 commentaires. Tu ne leur as pas fait ça, dit Marc en fermant son ordinateur. Je sais. Ils se l'ont fait eux-mêmes. Tu as juste cessé de couvrir. Je mange mon sandwich. Il a meilleur goût que tout ce qui a été servi à la table 14. 3 semaines après le mariage, un mardi soir. Je révise les plans du projet du patrimoine de Saint-Malo. La fondation d'Éléonore veut la présentation prête d'ici la fin du mois. Mon téléphone sonne. Harold. Je réponds presque pas. Puis je décroche. Il ne commence pas par des excuses. Il commence par une offre. Le terrain. Fixe ton prix. Terminons cela comme des adultes. Le terrain n'est pas à vendre. C'était le cadeau de grand-mère Ruth pour moi. Il reste à moi. Tu détruis cette famille pour un bout de terre. Vous avez détruit cette famille pour un bout de terre il y a 16 ans lorsque vous avez choisi une parcelle plutôt que votre fille. Silence. Long. Celui qui vit sur la ligne téléphonique comme du grésillement. J'ai fait ce que je pensais être juste, dit-il enfin. Moi aussi. Et nous voici. Encore une pause. Puis sa voix change, plus douce, presque humaine. Grand-mère n'est plus votre monnaie d'échange. Je maintiens ma voix égale. J'ai contacté directement la colline d'Émeraude. Je suis répertorié comme son contact d'urgence secondaire. Je peux lui rendre visite quand je veux. Vous ne pouvez plus l'utiliser contre moi. J'entends sa respiration, une inspiration et une expiration. Le son d'un homme réalisant que le dernier levier qu'il avait vient d'être retiré. Tu as toujours été la têtue, dit-il. J'ai appris du meilleur. J'attends la suite. Des excuses, une confession, une fissure dans le mur qu'il a passé 62 ans à construire. Au lieu de cela, il raccroche. Je pose le téléphone sur mon bureau. Mes mains ne tremblent pas. Mon rythme cardiaque est normal. Il fut un temps où un appel téléphonique d'Harold Lindon m'aurait plongé dans le désarroi pendant des jours, rejouant chaque mot, me demandant si j'avais été trop dure, trop ingrate, trop. Ce temps est révolu. Je retourne à mes plans. 2 semaines après l'appel d'Harold, un dimanche matin. Je prépare du café quand mon téléphone s'allume avec le nom de Sophie. Je le laisse sonner 3 fois avant de décrocher. Vieille habitude, me préparer.
Mais la voix à l'autre bout ne ressemble pas à celle de Sophie. Pas la Sophie que je connais. Celle qui fait bouger ses doigts et met un féconde sur un écran. Cette voix est plate, fatiguée, dépouillée de performance. Gaëtan a déménagé. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa ne parle à personne. Je m'assois à ma table de cuisine. Je ne l'interromps pas. Le diaporama était faux. Je le sais. Elle s'arrête. Reprend. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. J'ai fait des choses comme ça toute ma vie et personne ne m'a jamais dit d'arrêter. Parce qu'ils étaient trop occupés à le faire avec moi. Une expiration tremblante. Ouais. Silence. Je ne sais pas qui je suis sans être la préférée, dit-elle. Et c'est la chose la plus honnête que ma sœur ait jamais prononcée. Je pourrais être cruel ici. Je pourrais énumérer chaque fois où elle a tordu le couteau, chaque fête où elle a été célébrée pendant que j'étais effacé. Chaque mensonge qu'elle a hérité de nos parents est poli en sa propre arme. Mais la cruauté est leur langue, pas la mienne. Alors peut-être qu'il est temps que tu le découvres, dis-je. Sans moi comme punching ball, pouvons-nous recommencer? Je ne sais pas. Mais nous pouvons commencer par toi qui parle à quelqu'un. Un professionnel. Pas maman, pas papa. Quelqu'un qui te dira vraiment la vérité. Une longue pause. D'accord. Aucun de nous ne dit « je t'aime ». Aucun de nous ne dit « au revoir ». Nous restons simplement au téléphone quelques secondes de plus, respirant. Et puis la ligne devient silencieuse. Je pose le téléphone. Je regarde par la fenêtre. La lumière du matin est d'un or pâle sur les arbres devant mon appartement. Pas de larmes, juste fatigué, mais plus légère qu'avant. Le samedi suivant, je conduis jusqu'à la colline d'Émeraude. Pas d'appel à Harold. Pas de limite de 30 minutes. Pas de Viviane dans le couloir vérifiant son rouge à lèvres. Je vais simplement là-bas. Des m'accueille à l'accueil avec un sourire qui dit qu'elle attendait cette visite. Elle est dans la véranda aujourd'hui. Forte ce matin. Elle a regardé ta vidéo du diaporama encore une fois au petit déjeuner. 5e fois qu'elle me fait rejouer la partie où Éléonore a dit « Vous n'avez pas pris la peine de connaître votre propre fille ». Elle a applaudi. La véranda est chaude et lumineuse. Des fougères en pot bordent les appuis de fenêtres. Grand-mère Ruth est assise dans un fauteuil roulant près de la vitre, une couverture au crochet sur ses genoux, ses cheveux blancs captant le soleil. Elle me voit et tout son visage s'illumine. Pas un sourire poli, pas un sourire d'hôtesse, le vrai, celui qui commence dans les yeux et remplit chaque pli et crevasse. Elle me saisit la main dès que je m'assois. « Tu t'es levé, dit-elle. Dans cette pièce pleine de gens, tu t'es levé. Vous m'avez appris comment, grand-mère. » Elle serre mes doigts. « Maintenant, parle-moi de tes bâtiments. Parle-moi de ta vie. Nous avons le temps. » Alors je lui raconte tout. L'équivalent du bac, les quarts de service au dîner, l'université, le premier projet que j'ai conçu, une petite bibliothèque dans une ville que personne n'a entendue, le palais de justice, les récompenses, l'appartement avec la table à dessin près de la fenêtre. Elle écoute chaque mot, pose des questions, rit des parties où j'ai dormi dans ma voiture et mangé des céréales pour le dîner 3 soirs par semaine. Personne ne frappe à la porte. Personne ne dit que le temps est écoulé. Dehors, par la fenêtre, un chêne étend ses branches sur la pelouse. Vieux, noueux, enraciné, profond, comme celui sur la terre que Ruth m'a donné quand j'ai eu 16 ans. Certaines choses ne peuvent être retirées par une signature. 3 mois plus tard, je suis à mon bureau à Rennes. Lundi matin, café à la main. Sur le mur, une nouvelle impression encadrée du rendu du projet du patrimoine de Saint-Malo, l'ancienne filature telle qu'elle sera après la restauration. Briques rouges, fenêtres arquées, une cour ouverte sur le ciel. La fondation d'Éléonore a approuvé la conception finale la semaine dernière. Le mois prochain, je présenterai au conseil municipal de Saint-Malo. Je me tiendrai devant les mêmes personnes qui m'ont vu humilié à un mariage et je leur montrerai ce que je construis réellement. Le terrain, mes 2 acres, reste intact. Je n'ai pas encore décidé quoi en faire. Parfois, je pense à une petite maison, quelque chose de simple, un porche où Ruth pourrait s'asseoir et regarder le ruisseau. Peut-être un jour. L'opération de Ruth s'est bien passée. Remplacement de la hanche, sans complications. Elle est en physiothérapie maintenant, marchant avec un cadre,
se plaignant de la nourriture. Je lui rends visite toutes les 2 semaines. Nous parlons de son jardin, de mes projets, du temps qu'il fait, et de rien au sujet d'Harold. C'est paisible. Harold n'a pas rappelé. Viviane a envoyé un seul message texte. Je suis désolé. 2 mots, aucune suite. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Je ne suis pas prête. Je ne le serai peut-être jamais. C'est autorisé. Sophie a commencé une thérapie. Gaëtan est revenu vivre chez ses parents il y a 1 mois à condition qu'il continue le conseil. Dé m'a dit que Sophie avait rendu visite à Ruth à l'hospice la semaine dernière. Première fois depuis plus d'1 an. Elle a apporté des fleurs. Ruth a dit que Sophie avait l'air différente, plus calme. Je ne sais pas ce que cela signifie encore, mais c'est quelque chose. Marc et moi travaillons sur un nouveau projet ensemble. Une école historique dans la vallée de la colline d'Émeraude. Petit budget, grand cœur. Le genre de travail qui me rappelle pourquoi j'ai choisi cette carrière. Je prends mon petit déjeuner seul la plupart des matins. Café, toast, les nouvelles. Mais seul n'est pas la même chose que solitaire. J'ai appris la différence quand j'ai cessé de m'asseoir à la table 14. Ce matin, je me tiens devant le miroir de ma chambre. Blazer bleu marine, chemisier blanc, cheveux tirés en arrière. Sur ma commode, l'invitation à la présentation du conseil municipal de Saint-Malo. Mon nom imprimé en caractères noirs nets. Thea Lindon, architecte principal. Pas T. Mercé Lindon. Pas le nom de Driss. Pas un trait d'union par commodité professionnelle. Juste le mien. Je prends l'invitation et passe mon pouce sur les lettres. Il y a 6 mois, j'étais assise au dernier rang d'une église et je regardais mon père serrer des mains comme s'il possédait le monde. Il y a 4 mois, j'étais debout dans une salle de banquet pendant que mon corps était transformé en blague pour 200 personnes. Aujourd'hui, je retourne à Saint-Malo. Mais je ne vais pas à l'ancienne maison. Je ne vais pas mendier une place à la table de qui que ce soit. Je vais à l'ancienne filature. Celle que je reconstruis de fond en comble. Brique par brique, poutre par poutre. La façon dont j'ai tout reconstruit le reste. Ils m'ont appelé inféconde, divorcée, échec, abandonneuse d'études, fauchée, seule. Je suis certaine de ces choses, et aucune d'elles ne me définit. Vous n'avez pas besoin de la permission de votre famille pour avoir une vie qui vaille la peine d'être vécue. Vous avez juste besoin d'arrêter de la demander. Je prends mes clés. Je sors par la porte. Le soleil d'octobre est vif et pur, comme il l'est en Bretagne quand les feuilles tournent et que l'air sent les bois et les matins froids. Je conduis vers l'ouest en direction de Saint-Malo, vers le bâtiment que je restaure pour une ville qui ne connaît pas encore toute mon histoire, mais qui la connaîtra. La route s'étire devant moi. Les montagnes se dressent, bleues au loin. Et je ne rentre pas à la maison. Je vais travailler.